Bonsoir, comment allez-vous? Comme un dimanche, Alvaro, jour de best-of. Bonsoir à tous. 7 jours viennent de s'écouler. L'écologie, la santé ou encore la culture sont des thèmes qui ont été abordés cette semaine sur notre antenne. Parmi nos invités, la princesse Stéphanie qui a réagi suite à l'annonce de l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les spectacles de cirque en France. La Société des bains de mer touchée, elle aussi, par la crise, obligée de mettre en place un plan de restructuration. Et puis, la rentrée de la justice monégasque placée sous le signe de la continuité et de la modernité. Bref, une semaine riche en événements. Voici le best-of de vos JT. On parle de quelque chose qui est sérieux, ni plus ni moins notre génération doit réussir à transformer radicalement notre manière de vivre pour revenir dans une symbiose avec la nature. La MTE l'a compris, le porte dans toutes ses actions et je crois qu'en fait le message il est là, ne pas avoir peur de cette transformation, au contraire voir une formidable opportunité de remettre la connexion aux autres, la connexion au vivant, à notre bonheur au cœur de nos modes de vie. Effectivement, c'était le bon moment. Si j'avais porté ce message il y a 10 ans, il aurait sans doute fait un flop. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a cet espace qui s'est ouvert pour montrer, par l'exemple, par la transparence, par l'honnêteté, et d'arriver à, je l'espère, comme je l'ai fait, cumuler le fond et la forme pour en fait, ouvrir autant de portes que possible pour montrer que tout le monde peut s'y mettre. Qu'est-ce qu'une boucle thalassothermique ? C'est une pompe d'eau de mer qui va permettre de raccorder les immeubles de la principauté de Monaco et de s'alimenter en climatisation, en chauffage et en chauffage d'eau sanitaire. Donc c'est une énergie que l'on tire de l'eau de mer. Tout à fait, c'est une énergie que l'on tire de l'eau de mer. Et Monaco est vraiment pionnière en la matière puisque depuis les années de 1960, il y a des pompes en haute mer en principauté de Monaco. La première pompe date de 1963 je crois et c'était pour chauffer l'eau de la piscine du centre nautique Régnier 3. Cela va participer à notre challenge de réduire de moins 50% en 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Et les pompes à chaleur vont nous permettre de réduire de 7% d'ici 3 ans l'émission de nos gaz à effet de serre. On pourra passer plus de patients dans des conditions plus confortables puisque le temps d'acquisition va être notablement raccourci. Deuxièmement, nous avons inauguré également une unité de radiochimie. Cette petite unité de radio, on devrait dire plutôt que radiochimie, radiopharmacie. Cette petite unité de radiopharmacie va nous permettre de fabriquer, ce que nous faisons déjà, des traceurs avec un isotope qui s'appelle le gallium-68 et qui permet de mettre en œuvre des molécules nouvelles pour des cancers nouveaux. C'est l'alcool qui arrive en tête ? C'est le plus préoccupant en termes de retentissement, d'effets au niveau cérébral, au niveau des accidents de la voie publique, de mortalité, de morbidité. Donc c'est le plus inquiétant, c'est l'alcool. Le tabac, c'est vraiment prédictif après sur les consommations au long cours. Et le cannabis, vraiment sur beaucoup d'échecs et de retentissement au niveau cérébral des adolescents. Il ne faut pas du tout d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans. Pas d'Internet avant 9 ans et jusqu'à 12 ans, il faut vraiment accompagner Internet. Donc ce qui compte surtout, c'est le temps passé, l'accompagnement et l'équilibre général. Alors l'addiction, par définition, elle est multifactorielle. Ça dépend du produit, ça dépend du comportement, ça dépend aussi de l'individu, donc la fragilité, la personnalité du jeune et ça dépend de l'environnement. Oui, donc il est impossible aujourd'hui de dresser le portrait robot, en quelque sorte, du jeune qui souffre d'addiction. Ce n'est pas forcément un homme, ce n'est pas forcément une femme, voilà. Non, enfin, les études montrent qu'il y a un peu plus de garçons par rapport au cannabis, un peu plus de filles par rapport au tabac. L'exemple aussi dans les familles, l'exemple des pères. Et c'est vraiment, c'est aussi un témoin de l'équilibre général. Il y a quelque chose d'effrayant et puis il y a quelque chose de magnifique dans l'idée qu'on arrive à survivre et qu'on arrive à maintenir cette tradition qui est celle des ballets de Monte-Carlo, que d'aller exporter en dehors de Monaco l'image de ce pays au travers des spectacles qu'on présente. On a pris un engagement entre nous, tous solidaires les uns des autres,
de notre volonté de reprendre le travail, mais de notre obligation de tenir compte du danger que ça comporte quand on va sortir de ce lieu qui est protégé en soi et qu'on va évidemment prendre le risque en étant à l'extérieur, éventuellement de contaminer des gens quand on revient. Donc on est très attentif, on teste les danseurs régulièrement. La création est probablement toujours symboliquement quelque chose de fragile. Il faut qu'on se rappelle tout le temps à quel point les choses sont fragiles, à quel point il faut jouir de la vie au quotidien, sentir que chaque instant est quelque chose de privilégié et que rien n'est acquis. Et au niveau création, je pense que ça nous a fait prendre conscience aussi que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est quand on ne peut plus danser qu'on s'aperçoit à quel point on aime danser, et c'est quand on ne peut plus rencontrer le public qu'on s'aperçoit à quel point il nous manque. C'est assommer toute une industrie, notre culture, nos traditions. Les cirques aujourd'hui, avec l'épidémie du Covid, ont déjà un genou à terre, et c'est taper et c'est frapper quelqu'un qui est déjà à terre. Je crois qu'il vaut mieux s'occuper des humains et de ce qui se passe devant nous et d'aider les gens qui ont tout perdu pendant cette pandémie, et pas de mettre encore plus sur la paille les gens de cirque. Les gens qui sont avec leurs animaux, ils ne prennent pas de vacances, et c'est du 24 heures sur 24. Le cirque a évolué, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus le cirque d'il y a 50 ans où peut-être qu'il y a eu des abus, des techniques de dressage, d'éducation qui n'étaient pas les bonnes. Mais le cirque d'aujourd'hui a pris conscience qu'il fallait qu'il change. Je suis la première dans n'importe quelle condition, et mon aventure avec Bébé Népal en est la preuve, d'aller au secours et de condamner les maltraitances sur les animaux. Je suis fermement convaincue que c'est un effet de mode. Et c'est ça qui m'alarme, parce que toutes les modes passent, mais le mal sera fait pour les cirques. Il y a des cirques qui ne se remettront pas de ça. Le cirque sans animaux a fait en 2017-2018 1 million d'entrées, le cirque avec animaux 14 millions. La société a des problèmes structurels du point de vue économique. On a des avantages sociaux très importants, et les coûts que nous supportons pour le bien de beaucoup de gens et de tous nos employés sont assez importants. On avait réussi progressivement dans les dernières années à améliorer la situation, puisque il y a 2 ans, on avait réussi à atteindre l'équilibre. L'année dernière, on a commencé à dégager des profits. Et l'année en cours, si elle n'avait pas été affectée par le Covid, on pensait confirmer ce redressement. Malheureusement, le Covid est arrivé en mars. On a fermé en avril-mai. On a rouvert progressivement. Mais même la réouverture progressive ne suffit pas à arriver à des niveaux de rentabilité suffisantes. C'est même pas parler de rentabilité, c'est que les pertes sont importantes. On a tout regardé, c'est une décision terrible, parce qu'on sait très bien qu'on va affecter un certain nombre de nos employés et de leurs familles. On va tout faire pour que ça se passe dans le meilleur cadre possible. Enfin, c'est pas des bonnes nouvelles, hein. Effectivement, d'un point de vue personnel, j'aurais aimé éviter ça. 3 axes dans ce plan. Premier axe, ce sont effectivement des départs volontaires à la retraite à partir de 57 ans, départs que l'on va essayer de... Des départs anticipés, donc. Départs anticipés, mais volontaires. Donc c'est les employés qui vont dire « moi, ça m'intéresse de prendre ce plan ». On va essayer d'aider ce plan pour le rendre le plus attractif possible. Donc premier aspect, les départs volontaires à la retraite. Deuxième aspect, malheureusement, il y aura des départs contraints. Et troisième aspect, nous souhaitons rediscuter un certain nombre, sinon de conventions, en tout cas d'articles de conventions qui ne sont plus applicables dans l'environnement actuel et que nous devons renégocier progressivement. En ville, on dit qu'on va vendre l'Ermitage, qu'on va faire des appartements à l'Ermitage. C'est faux. L'Ermitage, pour le moment, reste ouvert. Et une fois de plus, tant que le CTTR est là, on n'a pas de fermeture particulière. En revanche, ce qu'on fait, c'est que le Sun Casino, qui devait fermer de toute façon en septembre 2023, on ne le réouvrira pas. J'entends des chiffres de 500 licenciements, 800 licenciements, 1000 licenciements. On n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur. Il ne faut pas propager plus d'inquiétude que nécessaire. Une des raisons pour laquelle on ne ferme pas d'établissement, c'est qu'on ne veut pas projeter l'image d'un Monaco ville morte. Donc on va faire tout ce qui est possible pour laisser le plus de choses ouvertes possible. Alors peut-être qu'il y a des restaurants qui fermeront un jour de plus par semaine, mais on ne veut pas donner l'impression d'une ville morte. À la fois temporairement en continuant à attirer des clients,
et plus tard en faisant voir à ses clients que même dans les périodes difficiles, on était là pour les accueillir. Je vous confirme que donc, cet immeuble va apporter un plus puisqu'il comportera 65 logements domaniaux, 65 caves, environ 350 mètres carrés de locaux professionnels, une crèche de 35 berceaux qui sera gérée par la mairie de Monaco et également un parking public de 170 places environ géré par Monaco Parking. Au démarrage de l'opération, c'était de mémoire au 7 janvier 2020, on avait organisé donc une réunion à l'attention des riverains. Cette réunion avait pour objectif à la fois de leur présenter le projet, de leur indiquer les mesures que je viens de vous préciser pour la limitation des nuisances, puis de répondre à leurs interrogations. Bien sûr qu'on les a remerciés pour leur compréhension, parce qu'on sait évidemment que la situation n'est pas neutre, et on leur a évidemment souligné la future construction, la future livraison de ces équipements publics, comme la crèche et le parking, qui permettront d'avoir une utilité également pour eux. Ça a été une année riche, j'allais dire, et puis qui a été quand même un petit peu atypique parce qu'elle a été très impactée par la crise sanitaire que tout le monde a connue. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais dans des conditions qui étaient effectivement assez exceptionnelles. On a un vrai problème par rapport à la prison. La prison à Monaco, c'est pas vue sur mer 3 étoiles, contrairement à l'idée malheureusement reçue. Ce sont des conditions à la fois pour les détenus, mais également aussi pour les surveillants, qui ne sont pas faciles du tout. Et le comité pour la prévention de la torture a à nouveau fait des observations sur ces conditions qui ne sont pas dignes d'un établissement moderne et adapté. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup pour... Alors, ce que je peux dire, c'est que nous nous engageons dans un projet de restructuration, de réaffectation de certaines parties immobilières de l'enceinte pénitentiaire et de restructuration des bâtiments de façon à ce que nous puissions améliorer les conditions de détention, mais également aussi les conditions de travail des surveillants, dont je dois reconnaître qu'ils font un travail difficile et qui n'est pas souvent toujours reconnu, mais il est important qu'ils puissent le faire dans des conditions les plus satisfaisantes. Mais en même temps, il faut qu'on s'inscrive aussi dans le renouveau, dans la modernité, et ça, c'est un petit peu ce qui est devant nous et que nous avons déjà commencé à entamer au cours de l'année qui a précédé. Est-ce que vous faites référence à la transition numérique ? Alors, notamment, entre autres, parce que la modernité, ça prend plusieurs aspects. Il faut désormais que l'on s'inscrive dans une vraie stratégie numérique, informatique, à la fois sous l'angle de la sécurité informatique, sous l'angle de la modernisation de l'ensemble du parc informatique, mais également aussi sur le développement, l'amplification de la numérisation, de la communication électronique, notamment avec les avocats, parce que ça, je crois que c'est un aspect absolument essentiel. On a un petit peu commencé, et là, on va amplifier le mouvement. Voilà pour le best-of de la semaine. Petit détour sur les réseaux sociaux, où vous pouvez d'ailleurs nous suivre. Les prochaines vidéos sont là pour nous divertir. Elles sont sélectionnées par Alexandra Salustri. Cardiaque s'abstenir. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À noter demain la diffusion à 16h d'Untranoib, magazine présenté par Christinda Thomel depuis le Conseil national. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.